Vous connaissez cette sensation étrange, quand vous sentez que quelque chose cloche dans une conversation, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, quand vous captez des signaux que les autres semblent ignorer complètement. Parfois, cette capacité à voir au-delà des mots peut être votre super-pouvoir, mais parfois, elle peut aussi vous isoler et créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous allons explorer comment développer votre perspicacité sans tomber dans le piège de la paranoïa sociale. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un territoire fascinant et parfois dangereux, celui de la lecture entre les lignes. Cette capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas peut être extraordinairement utile, mais elle peut aussi devenir votre pire ennemi si vous ne savez pas comment la contrôler. Cette réflexion m'est venue en relisant les travaux de Dale Carnegie, particulièrement ses observations sur l'écoute empathique. Carnegie avait identifié quelque chose de crucial, la différence entre vraiment comprendre les autres et projeter nos propres interprétations sur leur comportement. Il parlait de cette ligne fine entre l'intuition sociale et la lecture excessive des signaux. Imaginez cette situation. Vous êtes en réunion avec votre équipe. Votre collègue Marie répond plus brièvement que d'habitude. Elle évite le contact visuel. Elle se penche légèrement en arrière quand vous parlez. Votre radar social s'active immédiatement. Vous commencez à analyser. Elle est contrariée par votre présentation. Elle désapprouve votre approche. Peut-être même qu'elle complote contre votre projet avec d'autres collègues. Mais voici le problème. Marie a peut-être simplement mal dormi cette nuit-là. Ou elle a des soucis personnels qui n'ont rien à voir avec vous. Ou elle réfléchit intensément à un autre dossier urgent. Votre capacité à détecter des nuances comportementales, qui pourraient être un atout, devient soudain une source d'anxiété et de malentendus. Cette tendance à voir trop de choses a un nom, la pareidolie sociale. Tout comme nous pouvons voir des visages dans les nuages ou des formes familières dans des taches d'encre, nous pouvons projeter des significations complexes sur des comportements simples ou neutres. Notre cerveau, cette machine à reconnaître des motifs, travaille constamment à donner du sens à ce qui nous entoure. Parfois, il en fait trop. Le problème s'aggrave quand nous commençons à surajuster notre comportement en fonction de ces micro-signaux que nous pensons avoir détectés. Vous modifiez votre approche avec Marie. Vous devenez plus distant ou au contraire, plus insistant. Elle perçoit ce changement, ne comprend pas d'où il vient et commence à réagir différemment elle aussi. Vous voilà pris dans une spirale d'interprétation et de contre-interprétation qui peuvent détruire une relation professionnelle parfaitement saine. La projection psychologique joue également un rôle majeur dans cette dynamique. Nous avons tendance à attribuer aux autres nos propres états émotionnels, nos préoccupations, nos façons de réagir. Si vous êtes stressé par un projet, vous pourriez interpréter la neutralité des autres comme de l'hostilité. Si vous êtes naturellement méfiant, vous verrez de la manipulation là où il n'y a que de la politesse. Cette hyper-vigilance sociale peut aussi provenir de traumatismes relationnels passés. Si vous avez vécu des trahisons ou des manipulations, votre système d'alerte peut se dérégler et voir des menaces partout. C'est une réaction de survie parfaitement compréhensible, mais elle peut devenir handicapante dans des environnements relationnels sains. Alors comment faire la distinction entre une intuition sociale légitime et une surinterprétation destructrice? Comment développer votre capacité à lire les autres sans perdre la tête dans le processus? La première étape consiste à établir des filtres de réalité solides. Je vais vous présenter 3 filtres que j'ai développés au fil des années et qui m'ont aidé à affiner ma perception sociale sans tomber dans la paranoïa. Le premier filtre, c'est la règle de la preuve répétée. Une occurrence isolée ne constitue jamais une preuve suffisante. Si Marie évite votre regard une fois, cela ne signifie rien. Si elle le fait systématiquement pendant 3 interactions différentes, dans des contextes variés, alors vous avez peut-être identifié un pattern réel. Cette règle des 3 occurrences vous protège contre les faux positifs et vous force à collecter des données sur la durée. Le deuxième filtre, c'est l'analyse contextuelle. Avant d'interpréter un comportement, posez-vous des questions sur le contexte. Quel jour sommes-nous? Y a-t-il des échéances importantes qui approchent? Cette personne traverse-t-elle une période difficile dans sa vie privée? Le contexte peut expliquer 90% des variations comportementales que nous observons. Une personne peut être distante le lundi matin et chaleureuse le vendredi après-midi, simplement parce que sa charge de travail varie. Le troisième filtre, le plus important et paradoxalement le plus négligé,
c'est la confirmation explicite. Au lieu de construire des théories élaborées sur les motivations des autres, demandez-leur simplement. Cette approche directe terrifie beaucoup de gens parce qu'elle nous oblige à abandonner notre position d'observateur omniscient pour devenir vulnérable et curieux. Imaginez que vous disiez à Marie « J'ai remarqué que tu semblais préoccupée ces derniers jours. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il quelque chose dont tu aimerais parler ?» Cette simple question peut soit confirmer votre intuition, soit révéler une réalité complètement différente de ce que vous imaginiez. Maintenant, passons à un protocole pratique que je nomme le 3-2-1. C'est une méthode systématique pour traiter vos intuitions sociales de manière constructive. L'étape 3 consiste à générer 3 hypothèses différentes pour expliquer le comportement que vous observez. Reprenons l'exemple de Marie. Hypothèse 1, elle désapprouve votre travail. Hypothèse 2, elle traverse une période stressante. Hypothèse 3, elle réfléchit à un changement professionnel et est naturellement plus introvertie en ce moment. En vous forçant à imaginer plusieurs explications, vous brisez la tendance naturelle à vous fixer sur la première interprétation qui vous vient à l'esprit. Souvent, cette première interprétation est influencée par nos peurs, nos insécurités ou nos expériences passées. L'étape 2 implique de formuler 2 questions ouvertes qui vous permettront de tester ces hypothèses sans être intrusif. Par exemple, comment tu te sens par rapport à la direction que prend le projet? Et comment ça se passe pour toi en ce moment au niveau général? Ces questions sont suffisamment larges pour permettre à l'autre personne de partager ce qu'elle souhaite, tout en vous donnant des informations précieuses. L'étape 1, c'est l'action minimale et réversible. Basez votre comportement sur l'hypothèse la plus charitable et la moins risquée. Dans le cas de Marie, vous pourriez simplement maintenir votre attitude professionnelle habituelle tout en restant disponible si elle souhaite discuter. Cette approche vous évite de surréagir tout en gardant la porte ouverte à une communication plus profonde. Pour ancrer ces concepts dans la pratique, je vous propose un défi de 7 jours. Pendant une semaine, tenez un carnet de vos inférences sociales. Chaque fois que vous faites une supposition sur les motivations ou l'état émotionnel de quelqu'un, notez-le. À la fin de la journée, identifiez 1 ou 2 de ces suppositions et trouvez un moyen de les vérifier avec la personne concernée. Cette pratique est révélatrice. Vous découvrirez probablement que la plupart de vos intuitions sociales sont soit partiellement correctes avec des nuances importantes, soit complètement à côté de la plaque. Plus important encore, vous développerez l'habitude de la curiosité plutôt que de l'assumption. L'exercice vous apprendra aussi à distinguer entre les intuitions fondées sur des observations objectives et celles basées sur vos projections personnelles. Les premières méritent d'être explorées avec tact. Les secondes révèlent souvent plus sur vous que sur les autres. Explorons maintenant quelques cas pratiques pour illustrer ces principes en action. Premier scénario. Vous êtes en réunion d'équipe et vous remarquez que votre manager hoche moins la tête que d'habitude quand vous présentez vos idées. Votre première impulsion pourrait être de penser qu'il désapprouve votre approche. Appliquons le protocole 3-2-1. 3 hypothèses. Il est critique de votre approche, il est concentré et réfléchit intensément, ou il a adopté un style de management plus neutre récemment. 2 questions. Comment tu perçois l'avancement du projet? Et y a-t-il des aspects sur lesquels tu aimerais qu'on se concentre davantage? Une action minimale. Continuez votre présentation avec confiance tout en restant ouvert au feedback. Deuxième scénario. Un ami répond à vos messages de manière plus brève que d'habitude. Vos alarmes sociales sonnent. Hypothèse. Il est fâché contre vous. Il traverse une période chargée ou il a simplement changé sa façon de communiquer par texto. Question. Comment ça va ces temps-ci? Lors de votre prochaine conversation ou simplement, on peut se parler au téléphone quand tu as un moment. Action minimale. Ne pas bombarder de messages, mais rester disponible. Troisième scénario. Dans un chat de groupe, une personne qui participe habituellement activement reste silencieuse pendant plusieurs échanges. Au lieu d'imaginer qu'elle boude ou qu'elle désapprouve la conversation, considérez qu'elle pourrait être occupée, qu'elle suit la discussion sans avoir d'opinion forte à partager ou qu'elle préfère observer avant d'intervenir. Ces situations illustrent un principe fondamental. La plupart des variations comportementales que nous observons ont des explications simples et souvent neutres. Notre tendance à dramatiser vient de notre besoin psychologique de contrôle et de prévisibilité. Il est crucial de comprendre que développer votre intelligence sociale ne signifie pas devenir un détecteur de mensonges humains ou un profileur psychologique.
Il s'agit plutôt de cultiver une curiosité bienveillante envers les autres, combinée à une capacité d'observation affinée et à un solide sens de la réalité. La véritable perspicacité sociale réside dans la capacité à créer un espace sécurisé où les autres se sentent libres de partager leurs véritables pensées et sentiments. Paradoxalement, moins vous essayez de deviner ce que les autres pensent, plus ils sont susceptibles de vous le dire directement. Cette approche demande du courage, car elle implique d'abandonner l'illusion de contrôle que nous donne la suranalyse. Il est plus confortable de construire des théories élaborées sur les motivations des autres que de risquer une conversation directe qui pourrait révéler notre incompréhension. Mais c'est précisément cette vulnérabilité qui construit des relations authentiques et durables. Quand vous montrez que vous vous souciez suffisamment de quelqu'un pour vérifier vos impressions plutôt que d'agir sur des suppositions, vous démontrez un respect et une maturité émotionnelle rares. L'entraînement de cette compétence prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Il est normal de rechuter dans d'anciens patterns de surinterprétation, surtout dans des situations de stress. L'important est de développer une conscience croissante de vos tendances et des outils pratiques pour les corriger. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de devenir insensible aux nuances sociales. Ces nuances existent et peuvent fournir des informations précieuses. L'objectif est de développer un système de validation qui vous permet de faire la distinction entre les signaux réels et les projections personnelles. En conclusion, voir ce que les autres ne voient pas peut être un don extraordinaire, mais comme tout pouvoir, il doit être exercé avec sagesse et responsabilité. La clé réside dans l'équilibre entre l'observation attentive et la vérification humble, entre l'intuition sociale et la communication directe. Votre capacité à percevoir les subtilités relationnelles peut devenir votre plus grand atout si vous apprenez à l'utiliser comme un point de départ pour la connexion, plutôt que comme une conclusion définitive sur les autres. La prochaine fois que vous sentez que quelque chose ne va pas dans une interaction, rappelez-vous, votre intuition mérite d'être explorée, mais elle ne mérite pas d'être considérée comme une vérité absolue. Prenez cette semaine pour expérimenter avec le protocole 3-2-1. Observez comment vos relations évoluent quand vous remplacez les suppositions par la curiosité. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point les gens apprécient qu'on leur demande directement ce qu'ils pensent, plutôt que de deviner. La semaine prochaine, nous explorerons la suite logique de cette discussion. Comment reconstruire la confiance et réparer les relations après avoir fait des erreurs d'interprétation. Parce que nous en faisons tous, et savoir comment les rectifier est tout aussi important que d'apprendre à les éviter. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à vos propres tendances à surinterpréter les comportements des autres, écrivez « trop » dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos expériences et vos réflexions sur ce sujet complexe mais fascinant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos explorations dans le monde fascinant de la psychologie relationnelle. À la semaine prochaine pour la suite de cette aventure ensemble.